Bienvenue. Nous allons commencer. Merci infiniment de vous être joints à nous aujourd'hui. Les quelques derniers jours, il y a eu des tempêtes de neige et puis il y a eu une demi-heure, il y a eu une lame d'incendie. Et notre conférencière a réussi quand même à venir avec Via Rail depuis Montréal jusqu'ici. Je suis ravi de vous voir. C'est pendant la semaine, la relâche du mois de mars. Et vous êtes très nombreux. C'est d'une série de nos activités. Et le taux de participation va en croissant qui témoigne de votre engagement à ce travail, à l'importance. Et bon, le gouvernement du Canada est en train de créer une politique en matière d'aide aux pays étrangers. Je m'appelle Peter Taylor, je suis directeur par intérim du domaine des économies inclusives. Je suis ravi de souhaiter le bienvenue à Naila. On était collègues pendant quelques années. Ça fait une dizaine d'années qu'on ne se soit pas vu, mais le temps file et on a l'impression que c'était il y a très peu de temps, et surtout parce qu'elle est tellement dynamique et c'était toujours une joie, un plaisir de travailler avec elle. Alors, je vais vous donner quelques points d'ordre administratif avant de débuter. Cet événement est diffusé en direct. Naila va prendre la parole en anglais, mais pour ceux et celles qui souhaitent recourir à un service d'interprétation, les écouteurs sont disponibles juste à l'extérieur de la pièce. À la suite de l'exposé, à une période de questions-réponses, il y a des micros dans la salle. Si vous avez une question, il faudrait que vous vous présentiez au micro avant de la poser. Alors, et je vous demande de vous donner le soin de vous présenter avant de poser vos questions, que ce soit en anglais ou en français. Vu qu'il s'agit d'une diffusion sur le web, nous serons ravis de répondre aux questions posées par des internautes. Et ma collègue va jouer le rôle d'intermédiaire. Nous allons prendre des photos. Et comme j'ai dit, évidemment, c'est diffusé en direct. Alors, si vous vous opposez, si vous n'avez pas envie de vous faire prendre en photo, n'hésitez pas à nous laisser savoir. Je tiens à remercier tous les organisateurs de cet événement. On remercie également les interprètes et les traducteurs, tous nos collègues, malgré les alarmes d'incendie qui ont préparé la salle, l'audiovisuel, ont assuré une diffusion en direct. Et merci à nos collègues Université McGill et Cape Breton. Naila fut libérée, si vous voulez, pour prendre la parole ici aujourd'hui. Les gens ont hâte de vous revoir de retour à Montréal, étant donné le temps. Je suis ravi de vous présenter Naila, qui est professeure du genre et du développement national pour la section au London School of Economic Science. Elle a beaucoup d'expérience dans le domaine des genres, les marchés de travail et la capacité d'autosuffisance. Elle s'intéresse à l'égalité dans les ménages, l'Asie du Sud-Est et les inégalités économiques. Elle a publié de nombreuses œuvres et ça vaut même pas la peine d'en dresser la liste, mais j'aimerais vous en signaler un, Beyond the Weapons of Weak, qui a été publié en 2013, qui traite du rassemblement formel de groupes féminins pour relever des défis. Alors, Naila est passionnée, un chercheur et un rechercheur passionné, et le titre de son exposé aujourd'hui, c'est de renforcer la capacité d'autosuffisance des femmes au cours de leur vie et la théorie du changement qui est fondée sur un raisonnement empirique. Alors, je vous cède la parole, Naila. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, évidemment.
Et c'est curieux, mais je disais à Ariane que cet exposé est basé sur un document que je suis en train de peaufiner et qui, en fait, est lié à un document qui avait été commandé par justement cet institut. Et bon, qu'il faudrait au moins tenter de réduire les inégalités entre les sexes. Je ne vais pas en seulement 40 minutes en fait couvrir la vaste gamme des questions reliées au cycle de vie, mais je vais m'attarder sur la théorie du changement et qui était point de départ pour ma propre conception du pouvoir d'habilitation. Et ce que dit la recherche par rapport aux obstacles au changement, ainsi que également aux voies du changement, aux pistes de possibles d'évolution. Et ce document a été commandé par le programme GAGE qui vise à examiner des initiatives permettant à changer le cours des choses et les vies des adolescents en mettant l'accent sur les adolescentes, les filles et les jeunes femmes. Alors, l'habilitation, c'est lorsque des gens ont été privés de la possibilité de faire leur propre choix stratégique dans leur vie et la façon de les habiliter et de leur donner ce pouvoir. Alors, qu'est-ce que cela veut dire au juste? L'habilitation, en fait, il s'agit de ressources, que ce soit matérielles comme une propriété, des équipements, des services, dont des services humains, les capacités et les compétences des gens, et ainsi que les ressources sociales, les liens tissés avec les autres, l'accès aux autres, et les ressources se traduisent par une certaine habilitation, si on est doté de suffisamment de ressources, et cela a évidemment une incidence sur ce dont les femmes sont capables et ce qu'elles réalisent comme progrès. Bon, on a quand même su combler l'écart d'une certaine manière en ce qui concerne la scolarisation et les ressources financières. Et seulement un petit pourcentage des écarts ont été comblés, surtout en matière de participation au marché de travail. Alors, qu'en est-il de l'habilitation et la façon de donner aux femmes les ressources dont elles ont besoin? Alors, pour répondre à cette question, il faut examiner les obstacles qui empêchent le changement. Et je me suis inspiré d'une homologue qui a examiné la question des structures contraignantes qui empêchent le changement. Alors, malheureusement, les femmes sont contraintes par la société dans son ensemble. Alors, quels sont les éléments de ces contraintes? Les valeurs qui sont enchâssées dans les rapports familiaux entre conjoints, par exemple, ou dans la société de façon plus générale. Alors, ces idées reçues nous disent qui est habilité à faire tel ou tel travail et quelle est la mobilité dont peuvent jouir les femmes sur la scène publique, quelles professions sont acceptables, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Et cela, en quelque sorte, s'est traduit par un paysage qui est sexospécifique. Et dans certains pays de l'Afrique du Sud-Est, la participation au marché du travail, la participation active est inférieure chez les femmes. Il y a 8 points de divergence et l'écart sexospécifique le plus important, c'est dans la tranche d'âge où
les femmes ont tendance à accoucher ou tomber enceintes. Alors, bon, nous avons fait un examen minutieux des lois discriminatoires à l'échelle du monde, si les femmes ont besoin de la permission de leurs hommes, de leurs maris pour partir en voyage ou pour monter leurs propres entreprises. Alors, il y a de la discrimination proactive même par les employeurs dans certains cas. Et malheureusement, ce n'est pas limité aux questions de la garde des enfants. Et alors, tout cela, tous ces préjudices, ces idées reçues sont enchâssés dans la société au fil des années et qui se sont soldés par des mécanismes de rétroaction, si vous voulez. Alors les femmes n'auront peut-être pas envie de discriminer contre les femmes, mais même les mères vont peut-être prioriser la scolarisation de leurs fils en raison de ces idées reçues et de ce qui va arriver vraisemblablement. Donc on ne peut jamais traiter de ces questions en isolement ou en silo. Les femmes, normalement, même s'il y a des groupes marginalisés ou ce sont souvent le sexe, c'est souvent le sexe des personnes qui aggravent ces écarts. Alors, l'inégalité salariale est encore plus marquée plus qu'on se hisse sur la hiérarchie, 24% en fait. Mais dans les pays plus pauvres, l'écart salarial est beaucoup plus important parmi les gens plus pauvres parce que dans ces régions, le sexe des gens renforce les inégalités. Alors, ce sont les structures contraignantes qui débouchent sur ce que moi je qualifie de la géographie spécifique. Les écarts salariaux sont les plus marqués dans les régions où les lois sont discriminatoires. Et là, c'est également dû au fait où il y a un taux de participation aux emplois dits informels ou dans leurs ménages familiaux. Et parmi les personnes plus âgées et dans les pays où il y a des régimes de retraite formalisés, la participation active des femmes est beaucoup moins élevée. Mais dans les pays pauvres, ce taux de participation est beaucoup plus important, et même parmi les femmes dans la soixantaine ou qui ont 70 ans. Et pour la tranche d'âge des adolescentes, il y a beaucoup de variations à l'échelle mondiale, mais le taux de chômage est souvent beaucoup plus élevé chez les adolescentes Alors, il faut tenir compte de toutes ces structures contraignantes pour mieux comprendre comment des interventions liées aux capacités d'autosuffisance pourront permettre de changer le cours des choses. Mais essentiellement, toute mesure prise et dans le contexte, c'est structure contraignante. Et la question qui se pose, c'est si une mesure qui est prise, qui vise à fournir un service, que ce soit une femme ou un homme, réussit à assurer ce service. On ne peut pas tenir ça pour acquis. Et même si la ressource est prodiguée, il faut savoir si c'est une ressource significative. Il faut l'examiner de façon empirique. Et si l'habilitation des femmes est assurée, ce sera sous quelle forme? Et il faut faire la distinction qu'ont toujours fait les féministes, qu'il faut examiner les impacts stratégiques et concrets. Et qu'est-ce que cela veut dire au juste, l'habilitation?
c'est l'habilitation cognitive, la capacité de planifier, de fixer des objectifs de réaliser ces objectifs et les mettre en branle. Il y a aussi quelque chose de beaucoup plus subjectif, c'est-à-dire sans estime de soi, la façon de se valoriser et c'est essentiellement, c'est ce qui va, c'est au cœur de l'habilitation, cette habilitation abstraite. Et je m'excuse de parler si rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à dire en très peu de temps. Alors j'ai passé au crible une vaste gamme de publications, depuis l'an 2000, sur ces questions, à savoir les obstacles à l'habilitation des femmes. Donc, tout d'abord, comment se fait-il que les ressources ne sont pas suffisantes pour habiliter les femmes? Prenons l'exemple de l'agriculture où les femmes sont souvent laissées pour compte. Il s'agit d'un parti pris à l'encontre des femmes. Et c'est souvent un parti pris sexo-spécifique. On ne reconnaît pas la valeur du travail effectué par les femmes dans le domaine agricole ou que les récoltes ou travail traditionnellement les femmes sont moins importantes que d'autres récoltes. They weren't working on rice. Rice was it. I mean, the fact that we were growing vegetables was kind of neither here nor there. So it's a good thing he wasn't designing these extension services. Yes. So a failure, a gender-specific failure. But there's another problem, and that is irrelevance. Is what you're offering relevant? And I would like to refer here to a quite known series of randomized control trials on microfinance. Je voudrais parler de l'absence de pertinence. Alors, il est intéressant de savoir qu'on a fait des études sur les femmes et sur les hommes et les femmes en Inde urbaine, en Éthiopie, au Maroc, au Mexique rural. Et puis, ce qu'on a trouvé, c'est que la microfinance a un effet modeste, mais promettant. Et ce que nous avons appris, c'est que m'a frappé, c'est que on n'utilise pas trop le microfinancement chez les hommes et chez les femmes. Alors, en Inde, ça va dans ces pays-là de 17% à 21% d'intérêt. Toutefois, en Mongolie, c'est 50% d'intérêt. Et pour la plupart, c'était les femmes qui profitaient de ces micro-économies, de ces micro-infusions d'argent. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas? Eh bien, le microfinancement n'est pas trop utilisé en Inde, où les gens demeuraient dans les régions rurales, comme en Éthiopie et au Maroc. Ce n'était pas utile au Mexique, dans les régions où il y avait beaucoup de violence, par exemple. Alors, ce que j'ai conclu, c'est que le microfinancement n'a pas beaucoup d'effets. Mais ce n'était pas ma conclusion. On a indiqué qu'il n'y avait pas d'effet sur l'habilitation des femmes. Aussi, d'autres contraintes pour le changement traitent du fait que lorsqu'on donne les ressources aux femmes, souvent ces ressources ne se traduisent pas en capacité, en habilitation pour les femmes, pour réussir des résultats. Alors, il y a l'inégalité avec lesquelles les personnes sont aux prises lorsqu'ils arrivent au programme. Alors, par exemple, s'il y a du financement sur certains types d'engrais dans certains pays, eh bien, peut-être ces gens-là n'avaient pas beaucoup de terre, peut-être qu'ils n'avaient pas beaucoup d'aide de travailleurs. Alors, lorsqu'on regarde les problèmes, il faut savoir toutefois, premièrement, comment
évaluer le degré des inégalités. Les inégalités sont aussi présentes entre les hommes et les femmes. Alors, chez les hommes, lorsque les hommes avaient plus de terrain, qui demeurait plus près d'une route, étaient plus aptes à adopter l'engrais. Chez les femmes, la priorité, c'était à savoir si elles avaient de l'argent qui venait seulement de leur mari, ou bien si ces femmes-là... Bon, là, j'oublie l'autre aspect. Si elles avaient reçu des coupons pour les engrais du gouvernement. Donc, ces conditions de base font la différence entre les hommes et les femmes et à l'intérieur des groupes sexés. Et on voit ces différences encore et encore. Aussi, il y a la question de la division du travail. À cet égard, nous trouvons que la capacité des agriculteurs d'agir sur les conseils qu'ils reçoivent sont entravées peut-être par leur responsabilité en matière de garde d'enfants. Et aussi, chez les entrepreneurs, il y a les conditions de base aussi, mais il y a aussi les contraintes de temps et les responsabilités au foyer. Donc, on voit que le microfinancement et la formation pour les femmes sont diluées étant donné leurs autres responsabilités au foyer. Aussi, les restrictions culturelles et les responsabilités posent des contraintes aux femmes. Elles ne sont pas en mesure de mettre sur pied des entreprises parce qu'elles doivent équilibrer le travail payé et non payé. Et chez les hommes, les décisions de prendre des démarches pour l'entrepreneuriat sont dépendantes de l'argent qu'ils peuvent gagner. Alors, les gens qui décident de devenir entrepreneurs connaissent plus de succès que les gens qui ont besoin de devenir entrepreneurs. Les hommes, souvent, ont dit qu'ils avaient atteint un profit rapidement et ce n'était pas le cas chez les femmes. Souvent, les femmes étaient restreintes à travailler près du foyer, jusqu'à peut-être 1 kilomètre de distance du foyer, mais c'était plus loin pour les hommes. Les femmes tissaient des tissus et les hommes faisaient la réparation de bicycles. Donc, les hommes gagnaient plus. Si les femmes entraient dans un domaine d'activité mixte, elles gagnaient plus d'argent, tandis que si les femmes allaient dans le même domaine, ils gagnaient moins. Les structures, donc, font que les femmes sont moins aptes à répondre aux offres de formation, étant donné leur situation et leur réalité. Au Pakistan, on trouve que les femmes sont plus susceptibles de rester à la maison et le nombre d'heures qu'elles peuvent passer dans un travail à l'extérieur du foyer sont beaucoup plus restreintes que pour les hommes. Aussi, il y a le transfert d'argent et d'équipement. Pour les hommes, on parle de profits plus importants, tandis que pour les femmes qui étaient plus haut dans le travail à l'extérieur, gagnaient plus. Et c'était aussi des femmes qui ont commencé avec plus de possibilités d'instruction et de classe sociale plus haute. On parle de formation et on dit que les femmes ont tendance à lâcher les études. Eh bien, pourquoi? Parce qu'elles ont la responsabilité de garde d'enfants. Si elles s'inscrivent, elles ne pourront pas nécessairement compléter leurs études. Aussi, les études nous disent souvent que les femmes n'ont pas été en mesure de compléter les programmes. Eh bien, c'est normal. On peut s'attendre à cela, n'est-ce pas?
Toutefois, il y a une étude qui nous dit que dans certains contextes, c'est une question de cours de vie. Au Pérou, par exemple, les emprunteurs en microfinance, les hommes atteignaient une croissance d'entreprise jusqu'à l'âge de 35 ans. Tandis que pour les femmes, c'était plus lent lorsqu'elles avaient de jeunes enfants. Et après, elles gagnaient plus que les hommes lorsque les enfants étaient plus grands. Une autre question, c'est la dynamique du pouvoir à l'intérieur du foyer. Qui prend les décisions sur le travail de chacun et qui est en mesure de mobiliser le travail de qui dans la famille? Alors, il y a eu une étude sur les prêts et sur la formation en Ouganda. Et ce qu'on a conclu, c'était que les hommes qui travaillaient avec ou plus près de leur famille avaient plus de profit que les hommes qui n'étaient pas dans la même situation. Alors, peut-être c'est parce que les hommes embauchaient les membres de la famille dans leurs entreprises. Les femmes qui demeuraient près des familles avaient moins de réussite économique. Alors voilà la dynamique à l'intérieur du foyer. Aussi, il y a les lacunes et les trous dans les structures d'habilité, de possibilités. Par exemple, un programme de formation au Kenya a vu que les hommes et les femmes ont choisi des emplois genrés. Et tandis que le programme aidait les femmes à améliorer leur sort économique en général, elles ne pouvaient pas mener des entreprises parce que lorsqu'elles quittaient le programme, elles n'avaient plus de moyens de se procurer du crédit. Alors, la formation sans crédit ne fonctionne pas. Aussi, il y a eu une étude en Haïti. Les jeunes adolescentes, lorsqu'elles reçoivent la formation et de plusieurs connaissances, eh bien, cela a beaucoup d'effets au niveau subjectif. Les filles, par exemple, ne toléraient pas les relations violentes à la maison, étaient plus certaines dans leurs relations et étaient plus mobiles. Mais tandis qu'elles croyaient que les hommes et les femmes avaient une responsabilité pour gagner l'argent dans le foyer, elles croyaient aussi qu'elles avaient plus de responsabilités en matière de soins des enfants. Donc, il y a certaines femmes, par exemple, qui désiraient poursuivre la formation, mais aussi il y avait la question du marché économique qui était très faible. Aussi, on a parlé de questions d'harcèlement qui a donné un sentiment de dévalorisation aux femmes. Souvent, on disait que les gens qui pouvaient leur donner un emploi recherchaient des faveurs sexuelles en retour de ces emplois. Il y a eu une étude de Sarabed au Malawi, un transfert d'argent, un programme de transfert d'argent pour aider les jeunes filles qui ont dû lâcher l'école. Eh bien, dans ces cas-là, il y avait moins d'activités sexuelles à risque et moins de mariages précoces. Toutefois, les effets ont pris fin lorsque le programme prenait fin. Après 2 ans, les effets n'existaient plus. Alors, on se demandait qu'est-ce que ces filles-là, ces femmes-là vont faire. Elles n'ont pas les moyens de mettre à profit leurs connaissances. Donc, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles entretenaient des relations sexuelles à risque ou se mariaient et avaient des enfants. Donc, lorsqu'on parle de la théorie du changement, on peut voir qu'il y a plusieurs façons qui se superposent pour causer un effet sur l'efficacité des interventions. Il y a parfois les attitudes des récipiendaires, des programmes, des fournisseurs, des programmes, etc. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Alors, voici les résultats positifs. Que pouvons-nous tirer des études? Où est-ce que les interventions
ont pu remédier à ces problèmes-là. Quels sont les exemples? Alors, comme vous pourriez le deviner, le design de la formation et des programmes doit refléter les contraintes auxquelles les gens font face. Alors, si on offre une rémunération aux femmes pour le transport et pour les soins de des enfants, ça aide. Au Pérou, par exemple, la moitié des participantes à un programme étaient des femmes et on a essayé d'encourager les femmes à participer en leur donnant de l'argent pour la garde d'enfants en bas âge. Au Libéria aussi, il y avait un autre programme semblable. Alors, lorsqu'on reconnaît qu'il existe des entraves, on peut poser des gestes pour améliorer la situation. Aussi, il y a eu des études sur la littératie. Lorsque on a amélioré la littératie chez les femmes, on a aussi amélioré le type de travail qu'elles ont pu faire. Et aussi, les femmes pouvaient travailler plus dans le domaine de l'agriculture. Souvent, les femmes, dans le cadre de leur emploi, croyaient qu'il était important de rendre visite aux différentes fermes, tandis que les hommes n'avaient pas la même attitude. Donc, il y a des études qui démontrent que dans 3 pays africains, les programmes ont eu plus d'effet sur les femmes que sur les hommes, possiblement parce que les hommes avaient déjà beaucoup plus de possibilités d'avancement. Alors, lorsqu'on parle de mise en place de formation et d'exercice d'augmentation de la capacité, on aura, pour viser les problèmes dans le marché du travail, eh bien, on a plus de succès. Les employeurs au secteur privé avaient beaucoup d'influence sur le contenu des programmes de formation. Les hommes avaient beaucoup plus de possibilités et pour les femmes, c'était un cas de nouvelles possibilités de formation et de stage qui leur permettaient d'avoir de bons emplois par après. Au Népal, la formation chez les adolescents, eh bien, les filles avaient plus de chances de trouver du travail par après. Au Népal, les femmes étaient formées pour être esthéticiennes ou coiffeuses et c'était un marché en croissance. Les hommes, toutefois, avaient plus de succès en mécanique, mais ce type de travail pour les hommes n'était pas en croissance. Souvent, une approche plus généralisée est importante. Ailleurs, une approche technique est plus importante. Aussi, il est question de la personne qui fait la formation. En Inde, les formateurs qui sont embauchés par certains programmes ont plus d'effet sur leurs étudiants que sur les agents du gouvernement qui faisaient la formation. En Tanzanie, les formateurs universitaires avaient plus d'effet que d'autres. Alors, il est important de reconnaître qui va faire la formation. J'ai lu un article très intéressant qui regardait justement cette question de formateurs. Il y a des institutions du Nord qui ont beaucoup de succès en Amérique latine et on vise à développer des programmes d'entrepreneuriat en Inde, par exemple, mais la question demeure, qui est le formateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'Inde et qui traite avec des entrepreneurs et des femmes indiens qui n'ont pas beaucoup de choses en commun avec les élèves? Ça, c'est un problème.
Alors, la formation, c'est quelque chose qui a beaucoup d'aspects qui doivent être considérés. Alors, la formation, c'est les gens, le contenu, la méthodologie, la livraison des connaissances et d'autres. Alors, si on a un modèle de formation, ça ne va pas marcher nécessairement partout. Alors, certaines de ces formations, ateliers, duraient environ 7 ans. Et les formations qui ont été conçues ont été formulées ou conçues par des groupes d'entraide, ou entre autres. Et avec le temps, ou au fil des années, on a appris ce qu'il fallait. Et passons à un autre point. Le financement de mise en commun ou le financement de groupes est très utile. Et en Inde, les emprunts aux particuliers par opposition à des emprunts par des groupes d'entraide, enfin, les emprunts effectués par des groupes d'entraide sont beaucoup plus susceptibles d'aider les femmes défavorisées. Et ça a une incidence beaucoup plus marquée sur les foyers où il y a une inégalité entre les sexes qui est très marquée. Bien entendu, on a besoin d'un engagement de la part des gouvernements et des mesures législatives qui ont du mordant, mais tout est dans les détails au Vietnam lorsqu'ils ont modifié leur loi portant sur la propriété. Eh bien, les femmes avaient du coup un accès beaucoup plus important aux propriétés. Et au Brésil, bon, il y a les titres de propriété conjoints qui sont facultatifs plutôt qu'obligatoires, ce qui signifie qu'au Brésil, le taux de titres détenus par les femmes est de loin inférieur. Et les programmes, enfin, les femmes privilégient un travail de la fonction publique ou pas pour l'État plutôt que dans le secteur privé. Bon, il y a évidemment beaucoup de questions qui sont prises en compte, donc dans un salaire égal pour un travail égal, la garde des enfants et tous ces avantages sociaux. Alors que si on travaille pour un secteur, dans le secteur privé, on n'est pas à l'abri de discrimination ou de préjugés. Donc, la garde d'enfants abordable, et en Amérique latine, ils ont amélioré leur système de garde d'enfants qui a permis aux femmes de participer davantage au marché du travail. Bon, on connaît les codes de conduite dans les chaînes de valeur, mais en fait, j'ai participé au conseil consultatif de l'université Tufts. Et on a constaté une diminution de l'harcèlement sexuel au Vietnam et une capacité que les femmes sont plus susceptibles de dénoncer des agressions sexuelles. Et donc les démarches à plusieurs volets sont beaucoup plus efficaces, c'est-à-dire des rassemblements ou des groupes de femmes dans des contextes où elles se sentent sûres. Et ça, ce sont des initiatives qui permettent vraiment de changer le cours des choses. Donc là, des contextes où il y a une volonté en fait, s'en prendre ou de les agressions sexuelles, par exemple. Alors, il faudrait tenir compte de l'importance du transfert des actifs, du mentorat, de l'entraide, de l'accompagnement, qui se sont tous soldés par des résultats positifs. Mais là, il ne s'agit que de projets qui
dont bénéficient seulement les prestataires ou les récipiendaires. Et ces projets sont souvent de petite taille. Mais ce qu'il nous faut, c'est un contexte habilitant. Alors, quelles leçons avons-nous à en tirer? Et écouter les essais aléatoires ne donnent, au bout du compte, aucun avantage ou bénéfice concret. Il faut vraiment s'inspirer des réussites ailleurs et donc il y a des organismes comme BRAC et comme BEDAN, un groupe d'entraide en Inde, qui ont su bien réussir dans ce domaine. On ne peut pas tout simplement s'inspirer d'un modèle qui est bien rodé et réussi dans une région et le transparenter dans une autre parce que le contexte sera tout à fait différent. Mais il est quand même essentiel de tirer des leçons, bien évidemment. Il y a de nombreuses contraintes qui empêchent les femmes de participer pleinement, mais les États ont soit la possibilité de renforcer l'inégalité entre les sexes, soit d'y remédier. Alors, le travail à temps plein qui a été rendu légal en Argentine a permis à de nombreuses mères de participer au marché du travail. Il y a un programme Orion Rocco qui traite des contraintes auxquelles les femmes sont confrontées et qui leur permettent de participer au marché du travail. Alors, bon, le simple fait de rationaliser, de simplifier les règlements liés à la mise sur pied d'une entreprise a permis de l'entrepreneuriat chez les femmes. Et donc, tous ces facteurs doivent être pris en compte. Donc, en guise de conclusion, j'aimerais soulever 3 points. Qu'est-ce que l'on mesure lorsque on mesure l'impact? Bon, bien des gens ont tendance à mesurer le taux de participation au marché du travail, mais si nous tenons vraiment à assurer l'émancipation économique et l'autonomie économique des femmes, il faut offrir la formation aux femmes dans le but de leur donner plus de compétences, mais malheureusement, selon les données probantes, même une femme qui a accès à une telle formation ne va pas gagner, avoir un revenu plus élevé forcément. Donc, évidemment, les régimes de pension sont importants dans la mesure où ils permettent aux femmes d'être scolarisées et de travailler. Deuxièmement, à quoi ressemble le changement? Parlons du Bangladesh, qui a une majorité où l'âge, la majorité est très peu élevé et on a la possibilité de se marier. En Inde, il y a un programme qui permet aux femmes de donner leurs filles de l'argent à partir et que les filles peuvent y avoir accès à partir de 18 ans. Mais au Bangladesh, cela a une incidence sur l'âge à laquelle les femmes ont tendance à se marier. Alors, le simple fait de donner de l'huile pour faire la cuisine, pourquoi serait une telle incidence? Alors, ce sont vraiment des éléments qui nous intéressent beaucoup. Il faut se demander pourquoi on a constaté de tels résultats. Un bref anecdote, si vous permettez. Eh bien, il y a le programme de transfert des actifs au Bangladesh. Et au fil des années,
nombre d'avoirs au foyer ou dans un ménage allait en croissant. Et les universitaires faisaient valoir le fait que cela témoignait d'une autonomisation économique accrue chez les femmes. Toutefois, le seul actif qui appartenait véritablement aux femmes, il y en avait très peu, parce que au bout du compte, les hommes étaient les détenteurs de tous les titres de ces actifs. Alors, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, maintenant, bon, il ne faut pas perdre de vue l'importance de l'harcèlement sexuel. Et je suis en train de parachever un projet de recherche en la matière. Lorsqu'on tient compte des taux de participation au marché de manœuvre très peu élevés au Bangladesh, par exemple, ce n'est pas seulement en raison de harcèlement sexuel, mais parmi les femmes qui ont répondu à notre sondage, 30% ont signalé un harcèlement sexuel. Mais plus important encore, c'est la peur de l'harcèlement sexuel. Dans les métros, les hommes se sentent libres de faire des attouchements et en Inde, on a mené une étude dont les résultats témoignent de l'importance des perceptions par rapport à l'harcèlement des femmes dans la société. Alors, plus on perçoit la possibilité qu'une femme soit ou qu'une fille soit harcelée, moins susceptible elle est de se joindre à la société active. Et c'est la raison pour laquelle les femmes ou les jeunes filles sortent pas le soir et pourquoi il y a un couvre-feu qui a été mis en place pour les femmes. Naida, thank you. I think we... Merci infiniment. Naida, on voit que c'était en fait c'était un petit échauffement pour toi et écouter vos connaissances sont vraiment sans précédent et vous avez donné de nombreux exemples de comment toutes ces recherches s'appliquent dans ces contextes. Alors, quelles sont les leçons à retenir de toutes les recherches et à partir de toutes ces interventions? Et ce qui m'a frappé le plus, c'est que jusqu'à quel point les mesures que nous prenons sont vraiment cloisonnement et isolés. Nous sommes toujours à la recherche de solutions magiques pour remédier à ces problèmes. Alors, c'est quelque chose qui me préoccupe. Mais passons maintenant à une période de questions-réponses. On a 10 minutes, il y a 2 micros. Donc, on invite... Ah non, on a plutôt 20 minutes. Oui, bon, très bien. Tant mieux. Veuillez vous présenter avant de poser vos questions, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci de cet excellent exposé. C'était formidable. Je m'appelle Julie Chitoske. Je travaille pour Affaires mondiales Canada dans la division générale de la recherche et des connaissances institutionnelles. J'ai une question au sujet de la violence conjugale. Lorsque on habilite ou on assure l'habilitation des femmes, parfois cela a l'effet de, en fait, augmenter ou accroître la possibilité de violence conjugale au foyer. Bonjour, je vous suis de près depuis longtemps. Je lis tous vos articles et merci d'avoir quand même été sceptique au sujet des RCT qui nous ont été imposés par certains instituts qui voulaient mener des études simplistes au sujet des
interventions qu'il faudrait privilégier. Moi, j'ai une question au sujet de l'entrepreneuriat par opposition au salaire. Et moi, je suis originaire de l'Afrique du Sud et ça m'intéresse beaucoup de savoir en fait, de constater que les femmes s'intéressent de plus en plus aux télécommunications comme milieu de travail, des femmes qui vendent des services cellulaires qui leur a permis non seulement de fournir des services, mais aussi de participer au marché du travail en vendant et en vendant de nouveau ces services. Et lorsque je travaillais aux banques de développement de l'Afrique du Sud, et les femmes qui entrevoyaient la possibilité de générer des recettes et de gagner mieux leur vie avaient posé le geste concret que de scinder leur revenu en deux, c'est-à-dire le revenu du foyer ou du ménage et le revenu en tant qu'entrepreneur. Et nous avons constaté que lorsque on ne faisait pas cette distinction, lorsque tout l'argent était versé en quelque sorte au ménage ou au foyer, cela ne permettait pas de optimiser les recettes générées. Et vous avez dit que les femmes entrepreneurs ne génèrent pas forcément des profits, mais que leur style de vie, ou plutôt leur qualité de vie, était quand même améliorée. Les femmes avaient la possibilité de payer les frais de scolarité de leurs enfants, mais elles seraient beaucoup moins susceptibles d'investir dans des propriétés de location, par exemple. Merci beaucoup. Oxfam Canada, Donna Stephan, je vais être concise. C'est une question simple et avec une réponse peut-être compliquée. Vous avez parlé de l'intersection avec des sexes, avec toutes les formes de discrimination et d'inégalité des sexes. Quelles mesures peut prendre Affaires mondiales Canada dans le contexte de sa nouvelle politique d'aide internationale? Julian, quelques interventions des internautes. Il y a Christiana de l'Université de Syracuse et elle a posé une question au sujet de la féminisation du milieu agricole. Si une femme... quelles sont les forces et les faiblesses que d'employer le terme « la féminisation du milieu agricole ». On va demander à nos collègues de patienter un instant, s'il vous plaît. Bon, comment remédier au problème de violence conjugale? Selon la recherche, ça n'a rien à voir forcément avec les capacités d'autosuffisance. Ça a plus à voir avec le niveau d'accès à la justice. Souvent, les femmes ne veulent pas aller devant les tribunaux locaux lorsqu'il y a eu une agression sexuelle ou en cas de violence conjugale. Et il y a d'autres interventions possibles auprès des hommes ou qui traitent des questions comme la masculinité. Mais je n'ai pas pris connaissance d'interventions où on essaie de conjuguer ces deux interventions. Mais il y a une étude selon laquelle on a constaté que la violence, c'est quelque chose qui est constaté au tout début d'une relation. Par contre, que lorsqu'il devient clair qu'une femme essaie de calmer un homme ou un mari, la violence a tendance à s'atténuer.
Et on a constaté également que la formation dont bénéficiaient ces femmes leur permettait de résister davantage aux agressions ou aux actes de violence. Deuxièmement, l'entrepreneuriat et le revenu. Je ne sais pas si c'est vraiment répandu. Certaines femmes ont quand même réussi à séparer leurs revenus tirés d'une entreprise, leurs revenus de leur foyer, et ça en dit long sur leur succès. Il y a beaucoup de femmes qui, ne peuvent pas s'empêcher d'aider leurs enfants ou leur mari avec les recettes qui sont tirées de leurs entreprises. Donc, je ne crois pas qu'il s'agit de la nature et de la provenance de l'argent, mais plutôt de la capacité, de la possibilité de ces femmes de mettre de côté certains montants pour certaines choses. J'ai déjà fait des études où on a vu que souvent les femmes combinaient leur salaire avec l'argent de leur famille, mais mettaient de côté en secret leur salaire pour le temps de surplus. Alors, ces femmes-là ont plus de capacité peut-être comme entrepreneurs. Bon, les inégalités. Je crois que c'est toute une question. Nous avons fait une étude basée sur l'exemple au Brésil. Là, entre 2002 et 2013, notre analyse des données nous a montré qu'il y a eu une baisse dans les inégalités dans les revenus, les salaires et l'éducation. Et ça, c'était le résultat d'actions très précises par le gouvernement et par d'autres organismes. Les groupes qui sont laissés pour compte, toutefois, sont les groupes autochtones. Les moyens utilisés étaient des interventions qui encourageaient la production. Toutefois, les peuples autochtones ne travaillent souvent pas pour les salaires. Aussi, lorsqu'on parle d'agriculture, eh bien, ce concept mélange souvent plusieurs concepts. Lorsqu'on parle de l'Amérique latine, on parle de la migration des hommes, où les femmes deviennent les responsables de la ferme. Mais ailleurs, les femmes font plus partie de la classe ouvrière, des travailleurs. Alors, souvent, on décrit un processus particulier qui mènera souvent à une présence plus importante d'hommes ou de femmes. Bon, encore deux questions. Trois questions. Je suis Famida Wahab du programme d'Affaires mondiales Canada. J'ai beaucoup apprécié votre exposé. Vous avez parlé des 3 étapes pour les femmes et de leur prise de pouvoir, où elles peuvent conceptualiser ce qu'elles désirent faire. Ensuite, il y a l'action et l'internalisation de leur pouvoir. Nous avons fait un programme où nous avons donné un financement en matière de littératie pour les femmes et nous avons fait une série télévisée pour les femmes. On a parlé du harcèlement sexuel, du besoin des femmes de travailler à l'extérieur du foyer et de l'acceptation sociale. Dans l'étude, on a vu que bien que les perceptions des hommes ont changé en matière d'abus sexuels, 80% des hommes croyaient toujours que la majorité de la responsabilité pour le foyer et le soin des enfants reposait sur les femmes. Alors, que croyez-vous serait une bonne stratégie pour amener des changements dans ces philosophies? Bonjour, je suis Lune du programme de changement climatique ici à CRDI. Alors, j'ai une question en 2 parties.
Tout d'abord, beaucoup des exemples que vous avez fournis étaient des exemples très concrets. Toutefois, je voudrais parler des programmes et des problèmes, dis-je. Alors, en tant que centre et de bailleur de fonds pour la recherche, je voulais savoir que, bon, à mon ministère, nous utilisons beaucoup le terme « vulnérable ». Croyez-vous que ce genre de terminologie peut être perçu comme étant une enfreinte au changement? Et deuxièmement, croyez-vous qu'en tant qu'institution, nous avons des capacités? Alors, comment mettre en place un environnement d'apprentissage pour amener le changement? Merci. Et une dernière question. Bonjour, je suis Julie Darrante d'Oxfam Canada. J'ai deux questions qui vont plus loin, en fait, sur les deux dernières questions. Tout d'abord, moi aussi, j'ai travaillé dans le programme où travaille FAMIDA présentement. Et il y avait une composante pour l'habilitation des femmes, l'habilitation économique des femmes. Dans les projets, on parlait souvent d'augmentation de la formation et de sensibilisation aux droits de la femme. Dans ces programmes-là, on a vu plus de succès. Avez-vous d'autres exemples dans la recherche, par exemple, qui est allé plus loin pour voir quel type de programmation donne les meilleurs résultats? Ensuite, il y a les soins non rémunérés. On parle de ça depuis longtemps et ce genre de travail existe depuis beaucoup d'années. Dans les programmes, nous ne voyons pas beaucoup d'avancement en ce sens. Chez Oxfam, nous faisons du bon travail sur les soins non rémunérés, mais il est difficile d'intéresser les bailleurs de fonds à ce genre de travail. Alors, tout le monde sait que c'est un problème, mais nous n'avons pas vraiment la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire la promotion de ce genre de travail, de ce genre de réalité? Alors, 3 questions, 5 questions. On a beaucoup de questions. Alors, voilà. Nana, c'est à vous. Alors, la question du Pakistan. Je crois que ça se relie aux questions, à une autre question. Bon. Quelque chose que j'ai vu qui était une différence entre ce qui se passe dans le nord et dans le sud du monde, c'est que même si nous reconnaissons que les soins non rémunérés, ce fardeau et toutes les autres activités, comme le forage pour l'eau et les aliments, ça s'ajoute à ce travail non rémunéré. Mais voici mes réflexions personnelles. Et je fais une spéculation, en fait. Je n'ai pas de base de recherche sur lesquelles je m'implique. Alors, dans le Nord, cette question de travail, de soins non rémunérés est un problème très important parce qu'il y a eu cette expansion des marchés et du travail salarié formel. Il y a donc un conflit entre la possibilité de maintenir un emploi à l'extérieur et de faire ce travail. Il y a beaucoup de conflits là. Je crois que dans les nations moins développées, dans le sud du monde, c'est autre chose. Tout d'abord, les femmes n'exigent pas une rémunération pour les soins non rémunérés. Souvent, les femmes croient que c'est leur devoir de faire ce travail. Elles demandent du travail pour l'autre
les autres formes de travail qu'elles font, comme aller voyager des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Il y a eu une étude qui a posé la question comment mobiliser les droits des travailleurs domestiques. Il y a un militant qui a dit qu'on devrait utiliser un autre libellé pour parler de la productivité plutôt que de la non-productivité. Il y a beaucoup de revendications qui ont mobilisé les groupes. Et cette revendication en matière de salaire pour le travail de soins, eh bien, c'est souvent quelque chose qui s'applique au nord du monde. Toutefois, on reconnaît que c'est une contrainte pour toutes les femmes. Et c'est surtout une question pour les régions rurales. Bon, au Bangladesh, par exemple, telle ou telle tante ou grand-mère garde les enfants. Le contexte urbain est très différent toutefois. Alors, nous pouvons bel et bien reconnaître qu'il y a là un problème et que ça demeure une contrainte pour les femmes et pour leur habileté économique. Toutefois, avant qu'il y ait un changement, je ne crois pas, et je m'avance ici, mais à mon opinion, selon la littérature, et je suis ouverte aux contradictions, je dis que c'est ça la réalité, que c'est plus une question pour le Nord que pour le Sud. Nous avons fait beaucoup d'entrevues qualitatives au Bangladesh, par exemple, dans des pays où la participation des femmes était très basse. On parle bien sûr d'harcèlement sexuel, mais nous avons posé la question suivante aux femmes. Si vous aviez à classer les priorités, les soins pour la famille, gagner un salaire, eh bien, les soins de la famille, c'était en haut de la liste. Il y en a toutefois qui disaient que les deux étaient importants. Toutefois, la distinction n'est pas aussi claire que ça l'est dans l'Occident, dans le monde occidental. Alors, c'est une question que nous devrions étudier de plus près. Voilà mon aperçu de la littérature. Bien que les hommes puissent croire que c'est la responsabilité des femmes, les femmes aussi souvent croient que c'est la réalité. Ce serait comme demander aux femmes nous devons trouver quelqu'un pour garder vos enfants, pour vous permettre d'aller à l'extérieur de la maison pour travailler. Et je ne sais pas si les femmes sont ouvertes à ça. Bon, la question de vulnérabilité, c'est un terme intéressant. Ça laisse comprendre un manque de pouvoir. Pendant un bout, on parlait, ça portait un sens progressiste, mais il y a eu la crise financière en Asie de l'Est et cela a changé le discours sur la discussion. On ne parlait plus des filets de sécurité pour les personnes vulnérables ou les personnes pauvres. On parlait d'éviter cette pauvreté. Alors, à cette époque, c'était un libellé assez progressiste. Mais j'étudiais le travail domestique en Afrique du Sud. Là, les travailleurs sont classés comme étant vulnérables. Elles ne peuvent pas faire partie aux négociations pour leurs droits. Il faut que ce soit fait par l'État. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Alors, la notion de vulnérabilité enlève tous les pouvoirs que pourraient avoir ces travailleurs domestiques. Lorsqu'on parle des droits de la femme, eh bien, je suis d'accord avec cette constatation. Lorsqu'on parle d'intervention,
qui visent les droits de la femme ont bel et bien un effet sur les droits de la femme. Mais comment encourager les gens à participer dans ce genre de formation? Alors, en Asie du Sud, on parlait du microfinancement et on mélangeait ça aux droits de la femme. On donnait des services financiers aux femmes. Les femmes se réunissaient une fois par semaine ou une fois par mois et elles parlaient de violence, de droits. Eh bien, cela n'existe plus parce que la durabilité financière est en place. Si une personne doit s'assurer de trouver des profits, etc., elles n'ont pas le temps de parler des droits de la femme. Alors voilà. Il y a aussi l'apprentissage ou l'instruction institutionnelle. Pour moi, c'est quelque chose à très long terme. C'est quelque chose qui s'étale sur le long terme. Il y a certains programmes qui essaient de trouver des résultats après 6 mois. D'autres ont un maximum de 2 ans. Il y en a d'autres qui ont une période de 12 ans. Mais en général, c'est une période très courte. Toutefois, l'instruction institutionnelle nécessite un investissement à long terme pour pouvoir tirer profit de tout ce qu'on a en place. Merci, Naila. Merci beaucoup pour les questions extraordinaires que vous avez posées. Vous nous encouragez à poursuivre la réflexion et vous nous lancez un défi pour trouver de nouvelles façons de faire. Alors, il faut avoir beaucoup de connaissances très vastes et ça, c'est important, de trouver des données de partout pour bien comprendre ce qui se passe. Et ça s'applique sur l'instruction institutionnelle aussi. Merci à tous ceux en ligne, aux techniciens, aux interprètes et aux organisateurs et ceux qui ont arrangé la salle. Merci beaucoup aux gens qui sont venus de McGill. Nous allons maintenant vous permettre de quitter. Peut-être vous voudriez parler quelques instants à Madame la professeure ici. Oui, je suis ouverte aux questions. Alors, je crois que la discussion va se poursuivre. Alors, il y aura d'autres événements dans cette série et nous vous souhaitons la bienvenue à notre prochaine séance. Merci, Naila.